Bonjour à tous. Depuis le début de la crise du coronavirus, le gouvernement, comme beaucoup de gouvernements dans le monde, mais pas tous, a fait le choix de la stratégie et de la peur. Ça paraît de plus en plus évident et d'ailleurs, au départ, 16 chercheurs dans une tribune dans le Parisien le 16 septembre avaient écrit donc une tribune. Nous ne voulons plus être gouvernés par la peur et ils ont été rejoints depuis. Aujourd'hui, ils sont 300 chercheurs à signer ce texte. Pour casser la peur, il faut la comprendre. Il faut comprendre quels en sont les ressorts, quels en sont les fondements, les motivations, les explications, les causes. Et vous verrez qu'elles sont de plusieurs ordres. J'ai fait une réflexion argumentée, documentée dans cette vidéo, je crois très importante, parce que pour casser la peur et pour imposer donc la rationalité à nouveau, parce que la peur ne sert strictement à rien et amène à faire des choses irrationnelles et inefficaces, eh bien il faut comprendre d'où elle vient, l'analyser. Il faut expliquer, il faut aussi secouer le cocotier. Ça me paraît absolument évident. Et vous savez qu'aux Patriotes, nous appelons à la mobilisation générale, à cette révolte par l'intelligence, révolte de la liberté, qui nous semble absolument indispensable pour être efficace et pour préserver notre pays, arrêter de le casser et arrêter de casser nos libertés individuelles et publiques sans aucun résultat par ailleurs. Ce combat, nous le menons avec courage et vous pouvez le mener avec vous, vous devez le mener avec nous en prenant votre carte orange, carte d'adhérent aux Patriotes. Le lien pour adhérer se trouve en description juste sous cette vidéo. Également, il se trouve en commentaire épinglé et en fin de vidéo, vous pourrez adhérer aux Patriotes en cliquant directement même sur l'écran. Je vous attends, parce qu'il faut prendre ses responsabilités et il ne faut pas simplement être dans la dénonciation, il faut être dans un cadre de rassemblement et d'action. Alors cette peur, je le disais, c'est l'inverse de la rationalité. C'est donc devenir responsable, c'est-à-dire prendre des mesures, je le disais, efficaces, proportionnées, avec réflexion sur leurs effets à court, moyen et long terme. Tout l'inverse de ce qui est fait aujourd'hui où on a l'impression d'une crise de panique générale, où on court en avant, on se rend compte que ça va de moins en moins bien, mais on n'ajuste pas les choses, on ne les change pas et on entretient la panique, l'affolement, la peur. Bon, d'ailleurs, tout récemment, le 9 octobre, dans une interview sur CNews, professeur Raoult a bien analysé, je trouve en des termes extrêmement bien choisis, ce phénomène. Je le cite. L'état de crise nerveuse dans lequel le pays se trouve plongé, qui dépasse la raison et l'entendement, et qui amène à prendre une gestion et une stratégie qui met plus en péril la santé qu'une gestion calme. C'est très important. Il ajoute, il y a une dramatisation qui ne correspond pas au risque que chacun court dans cette affaire, qui continue, et on peut maintenant se poser la question de savoir si définitivement maintenant l'Europe va vivre en restant à la maison, l'Europe de l'Ouest. Bon, vraie question, parce que c'est effectivement le seul horizon qui nous semble être proposé. Et il ajoute enfin, il n'y a pas de changement de l'espérance de vie à Marseille en 2020 par rapport aux années précédentes. Ça, c'est vérifiable. Je l'ai vérifié moi-même sur les données, et c'est le cas dans quasiment toute la France. C'est le genre d'argument rationnel qu'on aimerait mettre dans le débat public et qu'il est très difficile de mettre parce que justement il y a ce blocage de la peur qui amène à l'irrationalité. Bon. Et d'ailleurs, la gouvernance par la peur, le Premier ministre Jean Castex l'a avoué lui-même. Ça a été rapporté par le Canard enchaîné de cette semaine, hein, c'était là le 7 octobre, et il a avoué, après avoir, il parlait du contexte, après avoir annoncé les mesures drastiques à Marseille. Je cite Jean Castex, même si j'en prends plein la gueule, le coup est réussi, on fait rentrer à nouveau le sujet sanitaire dans l'atmosphère. Bon, je crois que tout est dit. Propos rapportés par le Canard enchaîné, vous pourrez aller vérifier vous-même. Alors pourquoi ça marche? Pas totalement, mais pourquoi ça marche pour le moment? Alors que je vous le disais, si on est rationnel, on voit que les chiffres depuis 3-4 semaines de mortalité sont extrêmement stables, à peu près 12% du niveau de mars-avril, donc un huitième, et que ça n'a rien à voir avec l'exponentiel qu'on nous annonce depuis des mois maintenant. On peut même reprendre, moi je me suis amusé à reprendre des interviews, j'étais confronté à des épidémiologistes il y a un mois par exemple sur CNews et qui m'annonçaient des choses là pour maintenant, donc on peut vérifier. Ils annonçaient des choses pour mi-octobre, à quelques jours près on y est, et je reviendrai par exemple sur Catherine Hill, une épidémiologiste qui me disait sur le plateau de CNews que mi-octobre on serait dans la situation de mi-mars.
Et j'ai vérifié, c'est évidemment absolument pas le cas. Et je lui disais que ça ne pouvait pas être le cas vu comment ça évoluait. Et pourtant, elle le soutenait. Bon. Et ça, ce travail de retour en arrière, de rembobiner le film pour vérifier, on ne le fait pas. Et ce qui bloque, ce qui empêche cette rationalité, qui permettrait d'être efficace et d'arrêter de casser le pays et nos libertés, c'est la peur. Alors d'où ça vient cette peur? D'abord, il faut être clair, la peur, elle vient de l'étalage quotidien maintenant depuis 6 mois de chiffres anxiogènes, ce qui est une première. Je fais référence évidemment aux chiffres en pagaille chaque jour qui sont donnés sur tous les taux d'incidence, d'hospitalisation, de réanimation, le nombre de morts évidemment, mais pas que, le nombre de tests, le nombre de positifs, on mélange tout avec des critères qui sont à chaque fois ajustés. 5 fois déjà le gouvernement a changé ces critères. Et donc cet étalage de chiffres depuis 6 mois laisse à penser que quelque chose d'incroyable est en train de survenir, d'inédit, d'incroyable, d'extrêmement inquiétant. Alors que normalement, on ne nous donne pas le nombre de morts par jour pour les différentes causes de mortalité. On ne nous dit pas que chaque jour en France, il y a 1700 morts. De toute façon, on ne nous dit pas, par exemple, qu'il y en a 60 par jour d'accidents domestiques, qu'il y en a des centaines par jour du cancer, etc. etc. On ne nous dit pas normalement chaque jour le nombre de morts de la grippe. Par exemple, en 2017, la grippe en France a fait 30 000 morts. Bon, si on rapportait au nombre de morts par jour dans les périodes où c'était très chargé, il y en avait probablement pour certains jours plusieurs centaines. Mais on ne nous le disait pas et on ne connaissait pas non plus le taux de réanimation, taux d'occupation de la réa, etc. Donc ça crée une ambiance anxiogène. Alors renforcée d'autant plus quand le système hospitalier est mis sous tension par une pénurie. On a appris tout récemment que l'AP-HP, Assistance publique Hôpitaux de Paris, avait fermé 3500 lits cet été. Il y en a encore à la rentrée 1000 de fermés parce qu'il manque au moins 500 infirmières. Et encore, les soignants là-bas disent qu'il manque 1000 infirmières. Donc évidemment, quand on compresse le nombre de lits disponibles, ça crée un effet de tension encore plus inquiétant. Bon, ça, c'est la première cause de la peur qui est entretenue. La deuxième, évidemment, c'est que les mesures exceptionnelles créent et renforcent une ambiance de peur. Je vais vous citer les mots qui sont utilisés, vous allez voir. Couvre-feu, confinement, reconfinement, masque, tout le temps, partout, obligatoire, les fermetures, les restrictions, annulation des loisirs, des spectacles. Que chacun pense à surveiller l'autre. Appeler à la responsabilisation, à vous ressaisir, voire à dénoncer. Et encore, il y a des pays qui vont bien plus loin que nous là-dessus. Je vous ai expliqué par exemple qu'au Québec, la police pouvait rentrer comme ça de force dans les maisons pour vérifier que vous n'avez pas des invités. On a vu des choses dingues aussi en Australie, des gens arrêtés chez eux parce qu'ils avaient mis des messages sur Facebook, menottés devant leurs enfants, etc. Alors tout ça, c'est un champ lexical de la guerre, tout simplement. Ça crée littéralement un climat très anxiogène de guerre, voilà, belliqueux. Ça, c'est cette ambiance de peur, c'est la deuxième raison pour laquelle ça peut prendre. Voilà. Alors, ça, c'est la première famille de raisons, si vous voulez, sur le climat dans lequel nous sommes plongés. La deuxième famille de raisons, c'est qu'il y a des gens qui ont intérêt à entretenir l'affolement. Alors, je vous parlais des autorités tout à l'heure, mais il n'y a pas que ça. Alors d'abord, je vais vous parler un peu du potache. C'est presque anecdotique, mais sont les jeunes, alors certains jeunes, pas tous, mais des écoliers, des collégiens, des lycéens, bon, ça s'arrête souvent au collège plutôt, qui s'amusent, en fait, qui s'amusent à me faire monter, par exemple, chaque jour en tendance sur Twitter le mot reconfinement et qui s'amusent à diffuser les nouvelles les plus anxiogènes parce qu'ils veulent simplement qu'on ferme les écoles, les collèges, voilà, pour pas aller à l'école. Bon, alors ça, c'est un peu enfantin, c'est potache, mais c'est vrai que j'en parle quand même parce que ça a son petit impact. Ça a son impact notamment sur la hiérarchisation de l'information qu'on voit sur les réseaux sociaux parce qu'ils sont nombreux et qui vont tous dans le même sens. On les voit tous les jours en appelé à Blanquer, arguant de tel ou tel événement ou tel chiffre pour qu'ils ferment les écoles. Bon, mais ça, c'est le premier. Ça, c'est un peu plus anecdotique. Le deuxième groupe qui a intérêt à cet affolement, c'est plutôt ce que j'appelle les médecins de laboratoire ou les médecins businessmen qui ont quelque chose à vendre ou qui ne veulent pas se dédire parce qu'ils avaient fait il n'y a pas longtemps ou il y a plus longtemps des prévisions qui se révèlent totalement erronées. Prévisions dramatiques, évidemment. Alors, je vous parlais tout à l'heure de l'épidémiologiste Catherine Hill, alors celle qui avait prévu au moins 64 000 morts. Bon, on n'en est même pas, on en est à peu près à la moitié, hein. On ne sera pas du tout à 64 000 morts. Bon, elle avait prévu ça, mais ça, je lui avais dit sur CNews. Mais là, j'ai repris la bande, si vous voulez. Elle avait annoncé mi-septembre que mi-octobre, on serait donc à la situation de mi-mars. Bon, or, on est aujourd'hui à un taux d'occupation des lits en réanimation de 28% par le Covid, donc on n'est pas du tout à cette situation. Et si vous voulez, je pense à un autre, je pense à Martin Blachier. Alors ça, Martin Blachier, il faut savoir que c'est le numéro 2 d'une société qui s'appelle Public Health Expertise,
qui en fait est une entreprise qui vend des modèles de la modélisation médico-économique en quelque sorte, et qui les vend notamment à des laboratoires. Alors ils ont reçu 882 205 euros de grands laboratoires depuis 2012, leur création, notamment 120 600 euros de Gilead. Et Édouard Philippe avait reçu ces modélisations au mois de mai, puisqu'il avait dit à l'époque, j'ai reçu des modélisations moins favorables. Et en effet, j'ai repris son interview le 1er mai dernier sur LCI, où il annonçait que lors du déconfinement, il y aurait, selon ces modèles, entre 85 000 et 200 000 morts. 85 000 hypothèses optimistes si on mettait les masques, s'il y avait des tests, s'il y avait les gestes barrières, etc. Bon, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, Dieu merci. Mais comme il s'est complètement planté, il faut qu'aujourd'hui, le même, puisqu'il est toujours invité sur les plateaux et qu'on ne lui rappelle pas ces prévisions-là, il faut qu'il entretienne quand même un climat anxiogène parce qu'il a lui-même été à l'origine de ça à l'époque. Bon. Donc, si vous voulez, ça c'est un phénomène assez humain, c'est que l'annonce la plus spectaculaire, la plus dramatique, elle frappe toujours plus les esprits. Et on ne va pas rembobiner le film pour vérifier que l'annonce spectaculaire, en fait, c'est complètement planté. Voilà. Je ne parle même pas de l'épidémiologiste anglais Ferguson, qui lui a annoncé carrément 500 000 morts en France sans confinement, mais même 140 000 en Suède sans confinement. Or, il n'y a pas eu de confinement, il y a eu moins de 6 000 morts. Donc, il s'est trompé à 95% près. Bon. La troisième raison pour laquelle la peur prend et s'installe, et peut s'installer, c'est tout simplement que il y a, et là il y a beaucoup d'articles, beaucoup de documentation de la part de psychiatres, il y a beaucoup d'angoisse, d'anxiété et de dépression même dans la société française depuis le confinement. Et ça, évidemment, ça crée des obsessions dépressives, ça crée des dépressions chez beaucoup de gens, ça crée des paranoïas, ça crée des obsessions vraiment. Et ça, bon, par exemple, France Info, le 28 juin, a fait un article intéressant en citant des psychiatres. Donc je cite le titre de l'article de France Info. Augmentation des dépressions du fait des conséquences psychiatriques du confinement, alerte les psychiatres. Et je cite toujours l'article. La deuxième vague du coronavirus pourrait être d'ordre psychiatrique, dépression, troubles de l'anxiété, épuisement, etc. Et je cite toujours l'article, on constate que des personnes qui n'ont jamais été malades auparavant, et chez ces personnes-là, il y a une augmentation des dépressions et des pathologies anxieuses. Bon. On peut citer aussi La Voix du Nord le 28 juillet, ce titre-là, Lille, après le Covid, vague de dépression et de tentatives de suicide. Il y a eu une augmentation forte des tentatives de suicide depuis le début de cette crise. Et là, c'était un entretien dans La Voix du Nord avec un psychiatre, chef de clinique à Lille. Et il dit, ce psychiatre, la seconde vague est bien psychiatrique. Alors, évidemment, dans ce contexte-là, la rationalité est compliquée. Quand vous êtes face à des phénomènes d'anxiété extrême, de dépression, c'est difficile d'être dans la rationalité. Quoi que vous proposiez, vous êtes traité d'irresponsable, alors que probablement que les mesures que vous proposez sur le contrôle sérieux des aéroports et des frontières, ce qui n'est pas fait, sur une vraie stratégie de test, ce qui n'est pas fait, sur aller chercher les traitements, remettre les médecins libéraux dans le coup, ce qui n'est pas fait, on les a mis à l'écart, mais qui en même temps effectivement dit arrêtez de casser le pays, arrêtez de tout fermer, arrêtez de restreindre nos libertés individuelles, publiques, arrêtez, regardez ce qui se passe en Suède, regardez dans les pays du Nord, pas que la Suède, qui ne sont pas sur l'obligation, ça se passe beaucoup mieux que chez nous depuis fin juin. Et il n'y a rien là-bas. Et ça, c'est presque pas audible, parce que la peur fait barrière à tout cela. Bon, alors, donc il faut quand même expliquer malgré tout, il ne faut pas renoncer à l'argumentation. Il faut expliquer par ailleurs qu'il faut essayer de faire comprendre qu'en fait, leur logique, là, cette logique confinementaliste, restrictive, autoritaire, liberticide, elle est sans fin. Parce que les mauvaises années de grippe, vous aurez entre 15 et 30 000 morts. Il y en a eu 30 000 en 2017. Une mauvaise année de grippe, vous pouvez avoir 20 000 morts. Une bonne année, entre guillemets, vous en aurez 5 000. Mais une mauvaise année, vous en aurez 20, 25 000, 30 000, peut-être plus. Ça pourra justifier les mêmes mesures. Un mort de la grippe n'a pas moins de valeur qu'un mort du Covid. Et il n'y a pas tant de différence que ça entre 30 000 morts et 35 000 morts. Bon, donc on pourra justifier maintenant chaque année à peu près les mêmes mesures. Et c'est sans fin. On ne va pas fermer nos restaurants, nos bars, nos salles de sport, la culture, tout l'événementiel, restreindre nos libertés de manifester, de se rassembler, de voir nos grands-parents, nos amis, etc. Ad vitam aeternam, vous voyez bien. Or, je suis désolé, mais dans la logique actuelle, il n'y a pas de fin. C'est sans fin. Ce sera toujours comme ça. Le masque tout le temps obligatoire à l'extérieur, etc. Tout le temps, il n'y a pas de raison de changer. Vous voyez, donc ça, il faut essayer de créer le déclic. Bon. Mais il faut par ailleurs, je crois, secouer le cocotier, évidemment. On n'a pas le choix. Il faut secouer le cocotier, ce que je vous disais en introduction de la vidéo, se mobiliser. Et moi, je compte sur vous. Voilà, je compte sur vous. La mobilisation, elle est là. On a été très présents dans les manifestations à Marseille. Bravo aux patriotes sur place. Et on va l'être.
et il faut absolument être extrêmement présent. Et vous le serez également. Je vous demande d'adhérer aux Patriotes. Prenez votre carte Orange, adhérez. Le lien est en description sous la vidéo, également là en cliquant sur l'écran et en commentaire épinglé. Je vous attends si vous êtes d'accord avec cette analyse. Ne tardez plus, j'ai besoin, on a besoin de vous. Le courage a besoin de vous. Merci beaucoup, bienvenue et vive la France.